enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous, veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. En marge de sa visite dans la cité des 333 saints, la ministre de la Santé et du Développement social a clôturé les travaux des États généraux de la santé du pôle de Tombouctou et de Taoudéni. Ces assises se sont achevées sur une centaine de recommandations pour une bonne réorganisation du secteur de la santé. Le comité de pilotage du projet préservation et accessibilité des manuscrits anciens au Mali est en conclave. Initié par le ministère de la Culture, ce projet devrait permettre la vulgarisation du contenu des manuscrits aux universitaires. Il est financé par le Japon à travers l'UNESCO à plus de 90 millions de francs CFA. Et ce soir, le grand format de la rédaction s'intéresse aux activités des promoteurs immobiliers et à celles des agences immobilières. Pour professionnaliser le secteur, le gouvernement du Mali et les acteurs ont mis en place la Chambre des administrateurs de biens et des agents immobiliers du Mali. Compétition africaine des clubs, le Djoliba AC reçoit demain dimanche Pyramide d'Égypte pendant que le stade malien de Bamako en déplacement défie Luanda Soul d'Angola. Les enjeux de ces deux rencontres avec Siragatou Cissé dans l'actu des sports. Merci de choisir l'ORTM pour vous informer. Bienvenue. Nous ouvrons ce journal avec l'actualité des FAMA. Sur le théâtre des opérations, les FAMA ont repoussé une attaque terroriste complexe à l'intérieur du pays. Le commentaire de Abdoulaye Sako. L'état-major général des armées informe l'opinion que les FAMA ont vigoureusement repoussé une attaque terroriste complexe dans la localité de Kemparana, région de San, ce matin du 7 décembre 2024 aux environs de 6h40. Les terroristes en grand nombre, à pied, moto et tricycle, puis organisés en plusieurs colonnes, ont subi d'énormes pertes. Les ratissages sont en cours. Le bilan côté ami, rien à signaler. Côté terroriste, plusieurs corps abandonnés, des blessés emportés, plusieurs armements et munitions récupérés. L'état-major général des armées salue le professionnalisme des FAMA qui ont déjoué le plan d'attaque terroriste et ont minimisé les dégâts collatéraux sur les populations civiles. L'état-major général des armées rassure de l'engagement des FAMA à la sécurisation et à la stabilisation du pays. Bravo Fama. Je le disais à l'instant, en marge de sa visite dans la région de Tombouctou, la ministre de la Santé et du Développement social a clôturé les travaux des États généraux de la santé du pôle de Tombouctou et de Taoudéni. Ces assises se sont achevées sur une centaine de recommandations jugées indispensables pour une bonne réorganisation de la santé. Najim Baba Sissé, Alou Koulibaly. Au terme des travaux de la phase régionale sur les états généraux de la santé, Paul Tombouctou et Taoudéni, qui ont regroupé 3 jours durant les professionnels de la santé, 130 recommandations ont été formulées par les participants pour une meilleure coordination et fonctionnement des structures sanitaires dans ces deux régions, entre autres. Inscrire à l'INPS tout le personnel recruté par les ASACO dans les deux régions,
prioriser la médicalisation des SESCOM des 2 régions, recruter et affecter des ressources humaines qualifiées en nombre suffisant pour les 2 régions, motiver le personnel en termes de distinction honorifique, de révalorisation des primes de zone et de risque, de logements d'astreinte avec toutes les commodités. Cette phase régionale a été clôturée par le ministre de la Santé et du Développement social. En séjour à Tombouctou, il faut préciser qu'on ne peut pas avoir de services de qualité sans investissement. On ne peut pas avoir de services de qualité dans le désordre. Il faut mettre de l'ordre. Il faut également un plan de carrière pour les agents de santé. Ces réformes doivent aboutir à la souveraineté sanitaire, à la nationalisation du service de santé. Il est à signaler que dans la nouvelle feuille de route qui a été donnée par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, au Premier ministre et général de division Abdoulaye Maïga, si vous vous souvenez, le numéro 4, c'est la santé. Et la santé, on demande d'élargir le plateau sanitaire à tout le monde et de faire de sorte que la solidarité soit quelque chose de national pour tous les Maliens. Et ça, c'est quelque chose qui tient à cœur aux autorités, que la santé, la solidarité et le bien-être soient au plus proche de tous les Maliens. Et ça ne va pas se faire sans que nous nous impliquions tous ensemble. Cette cérémonie de clôture était pleine d'émotions spéciales, en l'occurrence celle adressée à Moussa Hamasankare, ex-directeur régional de la santé de Tombouctou, personne ressource, qui a consenti d'énormes sacrifices pour prendre part aux activités et mieux orienter les travaux de ces états généraux. Le comité de pilotage du projet préservation et accessibilité des manuscrits anciens au Mali est en conclave. Le projet conduit par le ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme devrait permettre la vulgarisation du contenu des manuscrits aux universitaires. Il est financé par le Japon à travers l'UNESCO à plus de 90 millions de francs CFA. Famoussa Sidibé. Du sauvetage des manuscrits à leur préservation, les yeux sont désormais tournés vers leur accessibilité. L'univers des manuscrits du Sahel s'ouvre donc au campus universitaire des temps modernes. Pour ce faire, le gouvernement japonais a injecté plus de 100 millions de francs CFA dans le projet préservation et accessibilité des manuscrits. Les documents traitant de la philosophie, la médecine, le droit, les mathématiques, l'astrologie et même de la musique seront exploités par les universitaires. Doter le secteur de l'enseignement supérieur du Mali de programmes innovants de formation sur les manuscrits anciens et de concevoir des maquettes de formation continue et diplômante et de développer un programme d'information et de sensibilisation sur les manuscrits anciens à l'endroit de la population malienne en général et des jeunes scolaires et universitaires en particulier, afin de faire connaître et vulgariser le contenu de manuscrits anciens pour une large appropriation. Selon les Nations Unies, ce projet s'inscrit dans le cadre de l'agenda 2030 des objectifs pour le développement durable. Il permettra la promotion et l'accessibilité du patrimoine documentaire, y compris du patrimoine numérique. Ces manuscrits rendent compte de l'évolution de la pensée, des découvertes et réalisations de la société humaine et constituent les legs transmis par les passés à la communauté mondiale. À Tombouctou, pour ne citer que ces cas, ils forment un ensemble d'environ 450 000 documents, dont les plus anciens remontent au XIe siècle. Au fil des années, un corpus impressionnant de manuscrits s'est constitué, couvrant des sujets très variés. 4203 manuscrits précieux ont été brûlés ou volés au sein de l'Institut des hautes études et de recherche islamiques Ahmed Baba de Tombouctou. Environ 95% des manuscrits de la région de Tombouctou ont été exfiltrés par l'ONG Savama DCI. L'ambassadeur du Japon dit réaffirmer sa détermination à apporter son appui constant aux efforts de stabilisation, de développement socio-économique et culturel du Mali.
La ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille était hier vendredi à Dioïla. Diarra Djeneba Sanogo, accompagnée d'une forte délégation, a visité le service local de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Les différentes unités de production de karité avant de rencontrer les associations féminines de la localité. Le but est de s'enquérir des conditions de travail et des préoccupations des structures visitées. Sekoda Kabisoko et Gaoussou Achtouré étaient de la visite. Selon les données du projet d'autonomisation économique des femmes dans la filière karité, le Mali est le deuxième pays producteur mondial de karité après le Nigeria, avec un potentiel de 250 000 tonnes de beurre de karité par an. Et la région de Dioïla contribue fortement à cette production. Le plus pertinent, c'est qu'on a des unités de production en milieu rural pour booster l'entrepreneuriat féminin rural. Pour le cas de Dioïla, la première unité, c'est celle de l'ULPK, Union locale des productrices de karité. Et cette union qui fait du beurre bio, du beurre certifié, du beurre conventionnel et d'autres produits, les savons et autres. Et la deuxième unité, c'est pour Chihirwa, aussi qui fait du beurre, surtout conventionnel, et du savon. Ces deux unités totalisent plus de 7000 femmes dans la région de Dioïla, avec près de 70 coopératives à la base. Nous sommes vraiment ravis du travail abattu par nos différentes productrices. Les apprenantes qui sont là-bas, elles ont besoin d'appui et la mairie fera tout pour les satisfaire, Inch'Allah. C'est ce qui justifie d'ailleurs cette visite du ministre en charge de la promotion de la femme dans les deux grandes unités de production de karité de Dioïla. Il s'agit bien de l'ULPK, l'Union locale des productrices de karité de Dioïla, et l'unité de production Chihirwa. Malgré leur potentialité, les unités partagent les mêmes problèmes. Nous sollicitons toujours auprès des autorités de nous accompagner à l'exportation du beurre de karité. Nous avons des difficultés liées à l'acheminement de la matière première des différents villages vers la centralisation à Dioïla ville, parce qu'il y a le manque de moyens de transport. Là, il y a aussi l'état de la route. Ce que j'ai vu à Dioïla ici, c'est vraiment réconfortant. Les braves dames de Dioïla m'ont fait comprendre qu'elles sont engagées pour soutenir le général d'armée Assimi Goïta dans sa logique d'appuyer les femmes, surtout les femmes rurales. Auparavant, le ministre avait visité le service local de la promotion de la femme avant de rencontrer les notabilités et les associations féminines de Dioïla. Une façon pour elle d'établir le contact afin de relever les différents défis ensemble. Et nous restons avec la femme. Le collectif des femmes travailleurs de l'UNTM et de la CSTM s'engage pour un monde de travail sans violence. Cela à travers la remise d'une déclaration au ministre en charge du travail. Déclaration qui prend en compte quelques données des violences basées sur le genre. L'initiative entre dans le cadre des activités des 16 jours d'activisme contre les VBG. Koumba Sissé, Toumani Jabate. Partant de la Bourse du Travail, les membres du collectif des femmes travailleurs de l'UNTM et du CSTM se sont rendus au ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, avec un seul objectif, remettre leur déclaration contenant quelques statistiques affectant le genre. Selon certaines études effectuées, d'une part par l'APDF, il a été enregistré 435 cas en 2023, contre 475 cas en 2024. D'autre part, le rapport de VBIMCS sur les violences basées sur le genre entre janvier et mai a augmenté de 89% par rapport à la même période en 2023 au Mali. L'initiative fait partie des activités des 16 jours d'activisme. Mettre en place des lois et des politiques claires contre le harcèlement et la violence au travail avec des sanctions strictes pour les contrevenants. Lancer des campagnes de sensibilisation et de formation sur les harcèlements du travail destinées tant aux employeurs qu'aux employés. Bien accueilli par le ministre du Travail, Dr Fasson Koulibaly se dit disponible à accompagner nos sœurs dans leur lutte pour un monde de travail sans violence. Je peux vous assurer que cette déclaration que vous venez de me remettre ne sera pas lettre morte. Il faut rappeler que la Constitution du Mali du 22 juillet 2023, en son article 1er, stipule « La personne humaine est sacrée et inviolable ». De même, le Code du travail du Mali interdit toute forme de violence et de discrimination en milieu de travail.
Il en est de même pour les nouvelles dispositions du code pénal qui vient d'être adopté. Le harcèlement, l'intimidation, la violence physique ou morale sont quelques formes de violence dont sont victimes hommes et femmes et jeunes filles sur les lieux du travail au Mali. 68e session du conseil d'administration de la Banque de développement du Mali. C'était ce samedi 7 décembre au siège de l'institution. Le président du conseil d'administration a dirigé la séance entouré des responsables de la structure et de ceux qui suivaient depuis le Maroc par vidéoconférence les budgets prévisionnels de l'exercice 2025. Le plan à moyen terme 2025-2027 figurait au menu de la session. Nyanya Elou Traoré et Sambou Diakité. À la BDM-SA Mali, la qualité de service est plus qu'un slogan, c'est un état d'esprit. Et c'est là depuis 1968, date de création de l'institution financière. 56 ans toujours, l'engagement reste le même. Il est l'aboutissement d'un long cheminement bordé de partenariats et de coopération robustes. Et cela a été rappelé et encouragé par les premiers responsables de la structure à l'entame des travaux de la 86e session du conseil d'administration. Il me plaît également de saluer l'accompagnement des autorités de tutelle en souhaitant qu'elles renforcent davantage leur soutien à nos activités, la BDM-SA jouant un rôle ô combien stratégique dans l'économie nationale. Premier groupe bancaire malien avec plus de 150 établissements de crédit, la BDM compte aujourd'hui parmi les plus grands groupes de l'espace UEMOA. Ici, au Mali, malgré le contexte toujours difficile, caractérisé par la persistance de la crise multidimensionnelle qui traverse notre pays depuis plusieurs années et les effets des changements climatiques, le groupe arrive à se maintenir grâce aux efforts conjugués de toutes les parties prenantes. La bonne tenue des ratios prudentiels, la poursuite de l'assainissement du portefeuille, le défi relevé de la mise en conformité définitive avec les dispositions des différentes circulaires de la Commission bancaire et de l'UEMOA et les résultats à mi-parcours sont des indicateurs éloquents de la qualité du management de la banque. Ces résultats remarquables qui permettent à la BDM-SA de consolider ses positions au plan national augurent des perspectives heureuses quant à son expansion internationale par l'ouverture prochaine de ses succursales de Cotonou et à Niamey. Les succursales qui verront le jour au Niger et au Bénin vont amener à 8 le nombre de représentations du groupe sur le continent et en Europe. Cependant, la vigilance doit rester de mise. Donc, ce qui est demandé à la direction générale et à l'ensemble du personnel de la BDM, c'est de persévérer afin que nous puissions maintenir l'image de cette banque, maintenir le fait que cette banque a été une banque résiliente. Donc les perspectives sont également très bonnes. Et les projections qui ont été faites au 31 décembre sont prometteuses. Et nous avons très bon espoir que nous pourrons réaliser ces objectifs au 31 décembre. En 2023, la BDM-SA a réalisé un total bilan de plus de 2277 milliards de francs CFA et un produit net bancaire de plus de 95 milliards de francs CFA. 86e session de la BDM Solidarité Move Africa. Melitel vient de procéder à sa traditionnelle remise de dons ce vendredi à son siège. Cette année, le don comporte plusieurs vivres, non-vivres, matériels médicaux et de maraîchage. Le geste s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Souleymane Sidibé. En ce vendredi saint, Move Africa Mali a respecté une tradition en venant en aide à des personnes handicapées, associations et groupements de femmes. Ceux-ci ont reçu un important lot de dons de diverses natures. Un geste philanthropique qui entre dans le cadre du mois de la solidarité. Pour cette 29e édition, j'ai ainsi le plaisir de vous citer quelques dons qui sont remis aujourd'hui. Ça concerne des vivres à une dizaine de structures en charge des enfants en situation de vulnérabilité, des équipements médicaux et agricoles, des kits scolaires pour nos enfants, des tables bancs, des appareils auditifs, des forages, des machines à fabriquer des savons
pour des associations féminines, des tricycles pour nos sœurs et frères en situation de handicap et bien sûr d'autres dons. Monsieur le directeur général de Move Africa Malitel, soyez remerciés pour votre approche humaine et exemplaire. Vous ne pouviez imaginer le soulagement à nous apporter. Ces vivres, engins de mobilité, équipements médicaux et agricoles, des kits scolaires, etc., contribueront à nous soulager. Le ministre de la Communication, accompagné par son collègue de l'Emploi, a au nom des autorités du pays salué cet appui constant de la part de Move Africa Mali. Je viens avec la ministre de l'Emploi, Oumou Masser, ici porter le soutien et la satisfaction totale du gouvernement, avec à sa tête son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, président de la Confédération des États de l'AES, et le Premier ministre, le général Abdoulaye Maïga. L'ensemble du gouvernement nous charge ici d'exprimer notre véritable gratitude et notre satisfaction à Move Africa pour ses actions de solidarité. Il n'est jamais trop tard de donner, il n'est jamais trop tard de bien faire. Le partage étant un devoir pour celui qui en a les moyens, Move Africa Mali montre le bon exemple, comme pour inciter d'autres à lui emboîter le pas. L'autorité de développement intégré des États du Liptako-Gourma sont réunis avec les acteurs en charge de l'environnement à la faveur d'un atelier national de concertation. La session de 3 jours porte sur l'opérationnalisation du module changement climatique de la plateforme régionale de gestion des connaissances. Compte rendu Fadeba Keita avec la voix de Koumba Sissé. L'atelier d'opérationnalisation du module changement climatique de la plateforme régionale de gestion des connaissances concerne les structures techniques nationales des États membres de l'autorité du Liptako-Gourma, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. C'est pour faciliter l'accessibilité et la mise à disposition des informations, des données et indicateurs pour une meilleure alimentation de la dite plateforme régionale. C'est une plateforme que l'ALG compte mettre en place dans le cadre du projet PECRES, c'est-à-dire c'est le projet de relèvement et de stabilisation de la région donc, du Liptako-Gourma. Donc c'est un projet intégrateur des 3 États membres de l'ALG, à savoir le Burkina, le Mali et le Niger. Il s'agit ici de consolider, collecter des informations utiles en lien avec le schéma climatique, en lien avec le développement durable, mais aussi en lien avec les investissements pour que les différents acteurs au niveau du pays puissent savoir quels sont les gaps, quels sont les besoins de nos communautés et voir dans quelle mesure on peut digitaliser la gestion des connaissances concernant les problématiques liées à l'environnement et faciliter la mobilisation des ressources et l'accompagnement au profit de nos communautés. Les attentes et les besoins des participants sont recueillis afin d'améliorer la structure du module changement climatique de la plateforme régionale de gestion des connaissances. Elle fournira aux acteurs régionaux, nationaux et locaux des informations exactes, actualisées et largement partagées sur les facteurs de fragilité, de conflits et de violences les plus sévères, ainsi que les opportunités favorisant le développement et la stabilité de la région du Liptako-Gourma. Les informations collectées seront capitalisées dans un fichier et mises à la disposition de l'autorité du Liptako-Gourma afin d'alimenter automatiquement le module changement climatique de la plateforme régionale de gestion des connaissances. Et parlons toujours climat, le programme Benkadi, une initiative de la société civile ouest-africaine, s'impose comme un levier d'amélioration des politiques publiques en matière de lutte contre les effets des changements climatiques. En marge de la COP16 à Riyad, le consortium d'ONG a exposé ses acquis et perspectives mettant en avant une gouvernance climatique inclusive et des pratiques de gestion durable des terres. Envoyés spéciaux à Riyad, Agibou Koulibaly, Aboukone et Belkodiko. Au cœur des échanges à Riyad, le représentant de l'ONG Benkadi a présenté un bilan éloquent de ses interventions dans 24 communes au Mali. Le programme se concentre sur 2 axes majeurs. L'intégration des changements climatiques dans les plans de développement économique, social et culturel PDSEC
et la promotion des pratiques durables en gestion des terres. La directrice générale des eaux et forêts du Mali a souligné l'importance d'une approche inclusive pour garantir la durabilité des efforts entrepris. Le programme Benkadi, c'est un programme financé par les Pays-Bas pour une durée de 2021 à 2025. Et le programme Benkadi travaille sur les aspects des changements climatiques, notamment d'adaptation et d'atténuation. Alors ce programme a produit des résultats en termes de reboisement, en termes de gestion durable des terres, en termes de renforcement des capacités et beaucoup d'activités sur le terrain. De son côté, le représentant de Benkadi a rappelé que le programme vise également à influencer les politiques à travers un plaidoyer fort, soutenu par des études sur les indicateurs climatiques et une communication stratégique. Le programme arrive à terme en 2025, c'est de voir si possible les possibilités de financement aussi pour accompagner le programme dans le cadre de la mise à échelle. Avec une ambition renouvelée, l'ONG Benkadi accompagne les communes dans l'adoption de priorités en matière de reboisement et de gestion durable des terres, tout en renforçant l'animation des structures de veille citoyenne. Les participants au panel Ariad ont applaudi l'initiative comme un exemple à suivre dans la région. Et le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel a participé aux travaux de la conférence internationale sur la démographie, immigration, marché du travail tenue du 2 au 3 décembre à Athènes, en Grèce. Organisé par le Conseil économique et social grec, Yacouba Katile a, au cours de ce grand rendez-vous d'Athènes, livré une communication qui met en relief le cas du Mali sur la thématique. Et l'ambassadeur du Mali à Rome, Yacouba Diakité à Rome, a présenté le jeudi dernier ses lettres de créance à Sergio Mattarella, président de la République italienne. Lors de l'entretien qui a suivi la cérémonie solennelle de présentation, le diplomate malien a transmis au président italien les chaleureuses salutations du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Il a saisi cette occasion pour saluer la qualité des relations de coopération entre les deux pays et exprimer son engagement à contribuer à leur renforcement dans le respect des principes clés qui régissent l'action publique au Mali. S'agissant de la situation sous-régionale, il a souligné les mutations géopolitiques qui y sont intervenues, notamment l'avènement de la Confédération des États du Sahel, un mécanisme intergouvernemental visant l'intégration socio-économique et la prospérité partagée dans les pays membres. Pour sa part, le président Mattarella a réaffirmé son engagement aux efforts d'amélioration des conditions de vie des populations maliennes par les autorités de la transition et souligné l'intérêt de son pays à renforcer les relations d'amitié et de coopération bilatérale dans les domaines d'intérêt réciproque. Et nous débutons la page AES par le lancement officiel de la 13e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme SAFEM, couplé à la 2e édition du Salon nigérien du meuble. L'objectif est de créer un cadre professionnel et serein pour la promotion de l'artisanat féminin. Jamila Amadou et Mahamadou Adamou. Cette importante cérémonie d'envergure internationale de la 13e édition du SAFEM a accueilli plusieurs invités de marque, dont l'invité d'honneur, le Togo. Riche en animation culturelle, les yeux des femmes qui ont émerveillé le public avec comme région phare Difa, la capitale du manga. Dans son mot introductif, le général de brigade Asman Abdou Harouna, gouverneur de la région de Niamey, a pour sa part exprimé toute sa satisfaction pour la réussite totale de ce grand événement. Placé sous le thème « Promouvoir la propriété intellectuelle et accélérer l'inclusion financière des femmes artisanes », cet événement s'annonce comme une célébration des traditions et une reconnaissance
de véritables piliers de cette industrie essentielle. Le SAFEM est ancré dans la marche de bâtir un Niger nouveau, où les Nigériennes et les Nigériens aussi, unis et solidaires, décident souverainement pour notre patrie et dans l'intérêt supérieur de notre peuple. Pour contribuer à l'autonomisation économique des femmes, les plus hautes autorités de notre pays ont mis en place des moyens nécessaires pour la commercialisation des produits artisanaux au plan international. Les plus hautes autorités de nos pays respectifs et nos peuples, à travers ma modeste voix, expriment leur profonde fierté pour l'honneur exceptionnel d'avoir désigné nos pays comme pays invités spéciaux à l'occasion de la 13e édition du SAFEM. Cet acte de fraternité et de solidarité témoigne de la richesse des liens historiques, culturels et d'amitié qui unissent nos peuples. J'ai vu l'innovation, la créativité, mais c'est aussi un salon qui célèbre la femme, l'artisane et les artisans. Donc c'est extrêmement important, qui rentre dans la dynamique de la Confédération des États du Sahel. Aujourd'hui, l'artisanat est un élément moteur qui permet d'affirmer l'identité de nos peuples respectifs, qui renforce la cohésion sociale, qui renforce le vivre ensemble, mais surtout qui développe l'économie créative. Selon le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mahamat Lamine Sène, le talent et le savoir-faire de ces braves femmes priorisent le développement des filières industrielles. Cette 13e édition du Salon international pour la femme, SAFEM, se tient dans un contexte nouveau où le peuple nigérien a, depuis le 26 juillet 2023, sous la conduite du CNSP, appuyé par le gouvernement, décidé de prendre son destin en main en exerçant sa souveraineté dans la gestion de ses affaires et ses relations avec le reste du monde. Partageant ses aspirations avec la République du Mali et du Burkina Faso, notre peuple s'est joint à ceux de ces deux pays pour créer ici même à Niamey la Confédération des États du Sahel. C'est dire que c'est là une opportunité, une grande opportunité pour le SAFEM de s'enrichir de l'expérience de ces deux pays alliés. Ainsi, ce rendez-vous donnera l'opportunité aux artisans de mieux valoriser leur création et de renforcer davantage la synergie entre elles. Au Faso, ce 6 décembre, la 2e région militaire a organisé à Bobo une cérémonie de sortie de 172 stagiaires des eaux et forêts après un passage d'environ 2 mois au GIFA. Ils ont reçu leur parchemin à l'issue de cette formation militaire avec fierté. Désormais, ces stagiaires s'engagent à défendre les intérêts de la nation. Betty Bik Nao et Moumouni Baro pour le compte-rendu. Cette cérémonie est la célébration d'une étape décisive dans la vie de 172 agents des eaux et forêts, dont 42 femmes. Ils incarnent désormais l'espoir et la promesse d'un avenir meilleur pour le Burkina Faso, selon leur formateur du groupement d'instruction des forces armées nationales. Ces stagiaires ont passé environ 2 mois au centre de formation et ont pu relever de nombreux défis de la formation militaire initiale spéciale des eaux et forêts. Arrivés parmi nous le 8 octobre 2024, ces 172 stagiaires se sont lancés dans un programme de formation intensif, exigeant et transformateur. Ce parcours a été conçu pour forger leur esprit militaire, aiguiser leur discipline et renforcer leurs aptitudes physiques et morales. Les résultats qu'ils ont obtenus illustrent éloquemment leur engagement. Avec fierté et dévouement, ces dames et hommes sont prêts à montrer leur savoir-faire au plan militaire, moral et psychologique afin de contribuer au retour de la paix au pays et à la défense des ressources forestières. Désormais, une nouvelle voie professionnelle s'ouvre à nous et nous affichons notre fierté d'appartenir à la noble et grande famille des forces de défense et de sécurité du Burkina Faso. Le dernier acte de cette cérémonie, la parade militaire, symbole de l'histoire et de l'unité du pays autour de valeurs communes.
Et cette dernière information dans un décret présidentiel lu à la télévision nationale burkinabé, Rantalba Jean-Emmanuel Ouedraogo est nommé Premier ministre et il était ministre en charge de la communication jusqu'à sa nomination. Nous en venons au grand format de la rédaction qui s'intéresse aux activités des promoteurs immobiliers et à celles des agences immobilières. Pour professionnaliser le secteur, le gouvernement du Mali et les acteurs ont mis en place la Chambre des administrateurs de biens et des agents immobiliers du Mali. On en sait plus avec Youssouf Diakité. L'un des soucis majeurs auxquels les acheteurs de biens immobiliers sont confrontés, c'est bien le non-respect des clauses contractuelles. Les populations ont tout intérêt, avant de confier la gestion de leur maison, de leurs immeubles, d'exiger la carte professionnelle. Chaque agent immobilier ou administrateur de biens a forcément une carte professionnelle. Vous voyez le tableau. Ce tableau, c'est le tableau de la chambre des administrateurs de biens et agents immobiliers. Donc tous les agréés figurent ici. Si vous avez des problèmes, notre chambre est là. Vous pouvez saisir notre chambre. Vous saisissez notre chambre et on va trouver une solution forcément à votre problème. Quand une agence immobilière vient avec un bien, ou bien un particulier vient avec un bien et qu'il nous fait part de son désir de mettre en lumière le bien, déjà nous passons par des vérifications avant toute proposition. Le conseil que je peux donner dans ce sens, c'est que vous faites une bonne convention entre vous, entre le promoteur et l'acquéreur. Et si possible, surtout faire participer peut-être un cabinet d'avocats ou un notaire qui va vous conseiller sur les termes du contrat, sur les engagements des uns et des autres. Concernant la location, un agent immobilier ne peut pas faire sortir un locataire. Ça, c'est uniquement du ressort du tribunal. Mais la meilleure façon, c'est de payer mois après mois. Le promoteur immobilier, faut-il le rappeler, identifie les besoins du marché local, imagine les projets immobiliers et chapeaute l'ensemble des opérations de construction jusqu'à la remise des clés aux futurs bailleurs. Comme je l'ai dit, il y a une confusion. L'agent immobilier, lui, il a pour mission essentielle de procéder aux transactions foncières, c'est-à-dire les ventes pour revendre des parcelles, des immeubles, vente d'achat d'immeubles, de maisons, de tout ce que vous voulez, tous les suivis des dossiers de transfert au niveau des services domaniaux. Le logement est confronté à trois problèmes. On appelle ça les 3 F. Le foncier, le financement et la fiscalité. Le foncier, pourquoi? Parce que le foncier, on va dire que c'est la quintessence même d'une politique de l'habitat. Le foncier, après le foncier, j'ai parlé du financement. Nous sommes dans un pays où les banques de la place, généralement, ne disposent pas des ressources longues. Souvent, on fait face à des taux d'emprunt prohibitifs, qui fait que ça coûte vraiment cher. La fiscalité rentre dans l'ordre de l'État et du promoteur. Il faut que les autorités et les promoteurs immobiliers, l'ensemble des acteurs du secteur, que nous puissions structurer vis-à-vis de la profession. L'une des missions principales du promoteur immobilier est la réalisation d'une étude et l'évaluation de la faisabilité financière, technique et juridique. La loi est très claire. Toute personne qui exerce illégalement la profession d'administrateur de biens et d'agent immobilier sans avoir l'agrément peut être poursuivi pénalement. Il y a la loi 9940 qui régit la promotion immobilière. Dans cette loi-là, vous avez des articles, notamment la loi 105 et la loi 106 relevant du financement de l'habitat et aussi la copropriété, et ainsi que les décrets d'attribution, comme on appelle les avantages liés à la promotion immobilière, le décret 174. La coopérative Sotraso, coopérative Anya Damne.
Nous sommes la société coopérative Soutraso, mise en place uniquement pour soutenir les femmes dans les questions de logement. La société est gérée par nous-mêmes, sans grande difficulté. La seule difficulté est que nous n'avons jamais eu l'argent des banques. En tout cas, pour juguler les différentes préoccupations des acquéreurs, les acteurs de l'immobilier et le gouvernement du Mali ont mis en place la Chambre des administrateurs de biens immobiliers et des agents immobiliers. La Chambre est dirigée par 3 organes. L'Assemblée générale, le Conseil de la Chambre et la Chambre disciplinaire. Dans la Chambre, tout administrateur de biens et agents immobiliers sont automatiquement membres de la Chambre. Mais c'est le Conseil de la Chambre qui comprend seulement 11 membres élus. Mais il faut que les autorités continuent également, comme je l'ai dit, à structurer le secteur et ensemble de trouver vraiment des solutions pour l'assiette foncière et la fiscalité. Il faut qu'on continue à faire des réflexions dans ce sens-là. Sinon, aujourd'hui, les promoteurs, je veux dire que bon, il y en a qui sont vraiment bien, mais ce n'est pas évident de pouvoir lever les fonds au Mali pour pouvoir faire la construction. Eux aussi, les ménages n'ont pas accès au financement. Avec les banques, ce n'est pas évident. La meilleure option en la matière, c'est de travailler avec l'esprit de la loi qui régit l'immobilier en République du Mali. Transition toute trouvée, plus de 500 entrepreneurs ont animé des panels sur leur parcours, un exercice qui vise à encourager les jeunes à embrasser l'entrepreneuriat. L'initiative est du groupe Expert Pro qui regroupe en son sein les experts et les professionnels du domaine. Le compte-rendu de Soumaou Aïdara. Un parterre de personnalités évoluant dans divers domaines se retrouve pour la 4e fois consécutive pour une cause bien définie, le partage d'expériences afin de tracer la voie pour les jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat. Ils sont plus de 500 entrepreneurs, tous des modèles à témoigner sur leur parcours, des parcours dont la plupart n'ont pas été un fleuve tranquille. Le sujet que j'ai abordé tout récemment, c'était par rapport d'adresser un message au niveau de la jeunesse malienne, de prendre des risques et puis d'être ambitieux, donc de s'engager, et je sais qu'avec l'ambition, ils vont réussir. Juste dit aux jeunes femmes, aux jeunes filles qui étaient dans la salle, de vraiment suivre leur ambition, de rêver grand et de se donner des moyens pour réaliser leurs rêves pour qu'ils puissent devenir réalité. L'avenir, c'est maintenant. On a essayé quand même de conseiller les jeunes, donc aller vers l'entrepreneuriat. Donc on s'est dit que ça, c'est un défi quand même, qui n'est pas facile, mais on se dit que c'est la solution aujourd'hui pour aider le pays à se développer. Cette initiative de Isper Pro vise à maintenir la flamme de la réussite tout en formant l'élite de demain. C'est un événement qui permet à des centaines, plus de 500 jeunes entrepreneurs dans l'Afrique de l'Ouest, au Mali, de se rencontrer ici d'abord pour échanger des idées, pouvoir faire des partenariats, permettre à ces jeunes-là de trouver des mentors, des coachs, des personnes qui vont les accompagner, trouver des financements ou des opportunités afin qu'ils puissent soit se lancer ou développer leurs activités. La cérémonie a été sanctionnée par la remise des distinctions. L'autorité indépendante de gestion des élections a lancé une série de sessions de formation à l'intention des membres des coordinations régionales et celles du district de Bamako. Il s'agit pour ces membres de mieux maîtriser les éléments constitutifs de la centralisation des résultats. Les sessions se sont déroulées à Sikasso, Ségou et ici à Bamako. Les commentaires de Youssouf Djakiti. L'autorité indépendante de gestion des élections est à pied d'œuvre pour la bonne organisation des prochaines élections. C'est dans cette mouvance que les coordinations des communes du district de Bamako participent à une session de formation sur la centralisation des résultats du scrutin. Il s'agit surtout de mieux cerner le cadre de concertation avec les partis politiques, la société civile et le ministère de l'administration territoriale. Cette session de formation de la coordination du district de Bamako va sans nul doute permettre un renforcement des capacités des membres de la coordination du district et d'être mieux outillés
à la centralisation des résultats du vote et au processus électoral, gage d'élections libres, transparentes, crédibles et apaisées. Nous sommes en train de voir tous les éléments dont nous avons besoin pour réussir l'organisation de ces élections. On vous demande, chères dames et messieurs, de vous impliquer fortement dans ces formations. L'une des conditions de réussite d'un processus électoral est d'avoir un environnement stable et apaisé. Parler d'une thématique autour du cadre de concertation avec les partis politiques est à saluer. Parce que c'est l'une des conditions indispensables à la réussite des élections. À Ségou, le même exercice est réalisé. Nous sommes aujourd'hui là pour encore renforcer leurs capacités. Qui parle d'élections crédibles, transparentes et apaisées, il faut des ressources humaines chargées de les organiser. Si ces ressources humaines ne sont pas à la hauteur, l'organisation ne sera pas bonne. C'est pourquoi l'EJ a jugé nécessaire de faire le tour dans toutes les régions pour ces formations. Vous savez que l'État malien accorde une grande importance aux élections. Cette responsabilité qu'on vous a déléguée, c'est à vous d'être suffisamment outillés pour avoir une assise solide pour qu'au moins à la centralisation, il n'y aura pas de défaillance. Et à Sikasso, les membres de la coordination régionale de l'EJ passent à la loupe toutes les difficultés pouvant entraver la bonne organisation des élections transparentes prochainement. Le président de l'EJ, conformément à la loi électorale, a pris des décisions portant création des cadres de concertation de l'EJ avec les partis politiques, la société civile et l'administration. On va vous donner la quintessence en fait du contenu de ces décisions-là pour que vous puissiez les maîtriser. Parce que c'est vous qui êtes demandé à appliquer en fait ces décisions-là sur le terrain. Les élections constituent une période cruciale dans le pays. Donc il est important que vous maîtrisiez tous les outils liés à votre rôle et à votre responsabilité dans le processus électoral pour avoir des élections apaisées dans notre pays. En tout cas, l'organisation des élections crédibles, paisibles et transparentes est au centre des priorités du gouvernement de la transition. Et toujours dans nos régions, le programme d'appui à l'éducation non formelle de Helvetas Suisse Intercoopération aura transformé les vies de plus de 44 600 bénéficiaires directs et indirects en matière d'alphabétisation dans les régions de Sikasso, Bougouni, Koutiala, Mopti et Tombouctou. Les partenaires de mise en œuvre sont réunis à la faveur de la rencontre bilan pour apprécier les acquis engagés par le programme et réfléchir sur ses défis. Moussokoro Sirime, Taïrou Kounati. En 13 années de mise en œuvre, le programme d'appui à l'éducation non formelle a su adapter ses activités aux besoins de ses bénéficiaires à travers la promotion de l'éducation de base des enfants, la formation et l'insertion socio-économique des jeunes et des adultes par des approches innovantes, équitable et inclusive. Un programme démarré en 2011 et exécuté en 3 phases par le consortium Helvetas Suisse Intercoopération et Centre international d'expertise et de formation. On a 12 000 enfants qui ont passé à travers cette alternative et qui ont été réinsérés à l'école. La formation qualifiante, nous avons plus de 20 000 enfants et jeunes surtout qui ont été formés. La pédagogie du texte, nous avons formé les formateurs au Burkina et nous avons continué leur formation ici au Mali et aujourd'hui il y a 2 cabinets qui ont cette expertise. Des résultats tangibles qui auront contribué à paver la voie d'un avenir où l'éducation non formelle continuera à jouer un rôle fondamental dans le développement des communautés. Chez moi, personnellement, à Bessoba, il y a les 3 centres qui sont là-bas, les centres Petiti. Les jeunes aujourd'hui sont organisés en société coopérative. Et nous sommes en train de voir comment faire, les encourager au moins pour la présentation. Ce programme est en phase avec l'objectif global 5.2 du cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable, qui est assurer les droits des citoyens à une éducation et une formation de qualité à travers un système éducatif inclusif, mieux adapté, cohérent et fonctionnel.
Le programme d'appui à l'éducation non formelle, qui s'achève définitivement en 2024, est financé par le Bureau de la coopération suisse au Mali à hauteur de 10 milliards de francs CFA. Après celle de la commune de Bamako, la direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence de Koulikoro vient de procéder à une saisie de produits frauduleux sur les marchés des cercles de Banamba, Kati et Koulikoro. Au total, ce sont 14 tonnes de farine de blé et 226 cartons de pâtes alimentaires qui ont été saisis. Pour plus de précisions, nous écoutons Seydou Gadjaga, directeur régional du commerce, de la consommation et de la concurrence de Koulikoro. Il est au micro de Djemba Moussa Konati. Il y a un arrêté interministériel qui est sorti le 11 août 2023 pour interdire l'importation de farine de blé et des pâtes alimentaires. Donc c'est dans ce contexte-là, lors de nos sorties, nous avons pu saisir une certaine quantité de farine de blé et des pâtes alimentaires. La quantité que nous avons eu à saisir, c'est 14 tonnes de farine de blé à peu près, et puis 226 cartons de pâtes alimentaires. Nous appliquerons la réglementation. Nous allons soumettre une requête au niveau des tribunaux pour la confiscation ou la saisie définitive de ces produits. Les commerçants, ce que nous pouvons leur dire, il faut accompagner le gouvernement, accompagner les industriels quand les plus hautes autorités ont pris la décision d'interdire les importations de ces farines de blé et de ces pâtes alimentaires. C'est pour accompagner nos usines pour qu'on puisse faire la consommation locale et puis ça va faire une création d'emplois. Oui, Sport Week-end et Siragatou Sissé est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Siragatou. Bonsoir Mariam Kone. Alors nous allons débuter par le championnat national professionnel de Ligue 1 suite ce samedi de la 3e journée. Oui, avec 2 matchs, les 11 créateurs de Nyarela dominent l'AS Real 2-0 dans le match vedette de la 3e journée. L'USFAS bat les étoiles du Mandé 1-0. Hier, l'AS Police s'est incliné 2-0 devant l'Union sportive de Bougouba. Victoire 1-0 de l'ASCO sur le premier FC Gara. Match nul 0-0 entre Binga FC et l'Union sportive de Bougouni. Les rencontres à feu Stade Malien de Bamako et Djoliba et AS Bakardian de Barawili sont reportées à cause des compétitions africaines des clubs ce week-end. Et oui, Siragatou, et les compétitions africaines des clubs phase de groupe week-end chargé pour nos deux représentants. Le Djoliba AC en Ligue des Champions reçoit ce dimanche les Égyptiens de Pyramide FC. Oui, c'est à la faveur de la 2e journée dans le groupe D. Coup d'envoi 16h au stade du 26 mars en direct sur ORTM 1. Le Djoliba s'est battu 4-0 par l'Espérance sportive de Tunis dès son entrée en lice et plus que jamais motivé pour relever le défi. Le coup est jouable, a confié Demba Mamadou Traoré, l'entraîneur des Rouges, au micro de Fotigui Tunkara. Pour ce match, il faut être très costaud, fort mentalement, jouer contre une équipe assez technique qui a déjà gagné 5-1 lors de son premier match. Donc à nous maintenant de les pousser à déjouer, d'imposer notre jeu. Donc le mental y est, mais aussi l'application et la concentration jusqu'à la fin du coup de sifflet final. Et nous terminons avec la Coupe de la Confédération. Le Stade Malien de Bamako, lui, est à Luanda pour jouer contre les Angolais de Desportivo d'Assoul. Tout à fait. Ce sera également demain dimanche à 13h. Le Stade Malien de Bamako fera son succès 2-0 en ouverture face à Stellenbosch d'Afrique du Sud. Dans le groupe B, se lancera un défi, celui de maintenir le rythme. Mamoutou Kane, l'entraîneur du Stade Malien de Bamako, se dit prêt au micro de Famouri Diourté. Quand tu joues contre une équipe, il faut une stratégie. Et la stratégie est adoptée pour un match. Moi, je pense qu'on est en train de faire ce travail. C'est comme tous les autres matchs. Sérénité, confiance. Ce que je vois en eux, ils sont motivés. Je suis en train de les parler pour qu'on soit unis, serrés, pour que la cohésion du groupe, l'esprit du groupe prévoit dans ce voyage-là.
Et Mariam, les rendez-vous de demain dimanche, Desportivo d'Aluanda de Soul, Salman de Bamboka à 13h en Coupe de la Confédération et Joliba et Pyramide FC d'Égypte à 16h en Ligue des Champions. Ce match vous sera proposé en direct sur RTM 1 et la radio nationale. Merci beaucoup, Seragatou Sissé. Je vous en prie. Et on se dit à demain, même plateau, pour d'autres nouvelles sportives. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée.